Chers élèves, bonjour. Nous allons traiter pendant cette séance, sous le chapitre Comportement d'un solide déformable, la leçon numéro 2 qui a pour titre la torsion simple. Cette leçon sera présentée par moi-même, Madame Aguerbi Emel, et dirigée par Si Lotfi Saïd, et préparée par moi-même et mes collègues, donc moi-même, Madame Aguerbi Emel, et mes collègues, Monsieur Fawzi Chedi, Madame Tissem Abdelaziz et Si Kamel Sraïr. Donc, durant cette leçon, nous allons essayer d'atteindre 3 objectifs qui sont les suivants. Donc, à partir d'un système qui est donné et ou défini par son dossier technique, on va essayer d'identifier la sollicitation subie par un solide de type poutre. Deuxièmement, nous allons essayer de vérifier la résistance d'un composant. Et pour troisième objectif, nous allons essayer de dimensionner un composant. Pour ce faire, nous avons choisi comme système d'étude la perceuse sensitive, sur laquelle nous allons nous consacrer à la partie transmission de mouvement. Cette partie qui est représentée devant vous, dans laquelle nous avons un forêt qui est animé par un mouvement de rotation. Ce mouvement, il provient à partir d'un moteur qui transmet ce mouvement de rotation à travers un système poulie-croix. Donc, si on essaie de démonter ce système, on remarque qu'il se compose d'une poulie motrice, un moteur, une poulie intermédiaire, une première courroie trapézoïdale, une deuxième courroie, une poulie réceptrice et un fourreau crémaillère en dessous duquel nous avons une broche qui va permettre de transmettre le mouvement depuis la poulie réceptrice jusqu'au mandrin de perçage. Donc, ce mandrin, cette broche, va représenter l'objet d'étude. Donc, si on essaye d'isoler cette broche, on va remarquer que cette broche sera sollicitée par un couple moteur exercé par la poulie réceptrice par-dessus et un couple résistant exercé par le mandrin de perçage par-dessous. Si on essaye d'appliquer les hypothèses suivantes sur cette broche, on va dire que cette broche est assimilée à une poutre cylindrique pleine, de poids négligé de section constante, dont la matière est supposée continue, homogène et isotrope. Si on essaye d'expliquer ces 3 termes, on dira que continu veut dire que la distance intermoléculaire est très petite, alors que homogène veut dire que le matériau possède les mêmes propriétés mécaniques en tous les points. Alors que isotrope, c'est le fait d'avoir en un même point les mêmes propriétés mécaniques dans toutes les directions. On passe maintenant à l'isolation, à la modélisation de cette broche. Donc, nous allons la modéliser de la façon suivante. Elle sera donc représentée par une poutre cylindrique de section constante, sur laquelle nous allons agir en A par un moment de torsion MTA et en B par un moment de torsion MTB. Remarquez bien que ces 2 moments sont égaux et opposés, portés par la ligne moyenne. C'est la définition de la torsion. Donc, on dira qu'une poutre est sollicitée à la torsion simple lorsqu'elle est soumise à ses 2 extrémités à des actions mécaniques qui se réduisent à 2 couples égaux et opposés dont les moments sont portés par la ligne moyenne. Maintenant, si vous voulez, on va passer à la partie expérience. Donc, dans cette partie, on a besoin d'un banc d'essai de torsion sur lequel nous allons monter une éprouvette entre un mort fixe en A, un mort fixe en B, et nous allons monter un comparateur tel que le palpeur sera en contact avec le méplat du levier
ce levier à l'extrémité duquel nous allons accrocher un support de charge qui pèse 2,5 newtons, sur lequel nous allons monter des charges telles que ces charges, leur intensité varie entre 5 et 10 newtons. Remarquez bien que la charge appliquée, elle est éloignée du point B de la distance L. Donc on commence la première manipulation, dans laquelle nous allons nous intéresser à la variation de l'angle de torsion avec la longueur de la poutre. Durant cette manipulation, nous allons conserver la charge égale à 17,5 newtons. Cette charge appliquée à l'extrémité du levier. Et nous allons jouer sur la distance X. Nous allons prendre ici 4 valeurs. Donc, la distance X, c'est la distance séparant donc la liaison encastrement entre la poutre et le banc, et la distance là où on vient d'appliquer la charge. On commence par monter un comparateur, tel que le palpeur est en contact avec le méplat du levier. Remarquez ici qu'un tour du comparateur correspond à 1 degré. Si jamais le comparateur effectue plus qu'un tour, il y a une deuxième aiguille qui va donc donner ce nombre de tours. D'accord? Donc, on commence par d'abord régler le zéro du comparateur lorsque la charge n'est pas appliquée. Et on commence notre expérience, sachant que l'on va commencer avec une éprouvette en acier. Donc, voilà. Pour une distance X1 qui vaut 300 mm, le comparateur a indiqué un tour plus 5 divisions, c'est-à-dire 1,05 degrés. Pour X2 qui vaut 400 mm, le comparateur a indiqué 1,43 degrés. Voilà, 1,44, pardon. Pour X3 qui vaut 500 mm, le comparateur a indiqué 1,55 degrés. Et finalement, pour la distance X4 égale 600 mm, le comparateur a indiqué 1,95 degrés. Donc, ceci va permettre, donc, grâce à ce tableau, on va essayer de tracer la courbe correspondante. Donc, on a trouvé, pour 300, on a trouvé 1,05. Voilà, on obtient ce premier point. Pour 400, 1,44. Pour 500, comme distance, nous avons 1,55 degrés. Et pour 600 mm de distance, nous avons obtenu un angle de 1,95 degrés. La courbe tracée est une droite qui passe par l'origine. Remarquez bien que l'angle alpha et le x sont proportionnels. La droite est d'équation alpha égale une constante fois x. Donc, on remarque la chose suivante, que lorsqu'on agit avec un moment à l'extrémité d'une portion de poutre, distante d'une distance x, on va remarquer que cette section va tourner d'un angle alpha, donc la génératrice va subir une déviation. Cela va permettre la constatation suivante. Donc si on trace une génératrice M1, M2 et que l'on fait appliquer un moment de torsion, on constate que cette génératrice a subi une déformation, elle est devenue une hélice M1, M2'. Donc pour une section se trouvant à une distance x1, elle a subi une déformation d'un angle alpha 1. Pour une section se trouvant à une distance x2, elle a subi une déformation d'un angle alpha 2, etc. Pour une distance L, la section a subi une déformation d'un angle alpha. Ceci va permettre d'écrire l'équation suivante, telle que alpha 1 sur x1 égale alpha 2 sur x2 égale alpha i sur xi égale alpha sur L égale une constante qui est égale à θ. Tel que θ, ça représente l'angle unitaire de torsion en radians par millimètre. Le alpha, c'est l'angle de torsion en radians. Le L, c'est la longueur de l'éprouvette en millimètres. On passe maintenant à la manipulation numéro 2, dans laquelle nous allons voir la variation de l'angle de torsion en fonction du moment.
durant cette manipulation, nous allons conserver la distance x égale à 600 durant toute la manipulation. Donc, x égale 600. Et nous allons jouer sur la charge à appliquer. Donc, nous allons expérimenter 4 charges. Donc, la charge qui sera appliquée à l'extrémité du levier, distante de la distance L éloignée de la poutre, ce L qui vaut 100 mm. On rappelle qu'un tour de l'aiguille, ça vaut 1 degré. Et nous allons commencer avec une éprouvette en acier. Donc, on commence avec la première charge. Donc, pour une charge de 2,5 newtons, on a obtenu 0,28 degrés. Pour une charge de 7,5 newtons, on a obtenu 0,83 degrés. Pour une charge de 12,5 newtons, on a obtenu 1,4 degrés. Et finalement, pour une charge de 17,5 newtons, on a obtenu une variation d'un angle de 1,95 degrés. Voici le résumé dans un tableau. Donc, nous allons exploiter ce tableau tout à l'heure, mais avant toute chose, nous allons essayer de calculer le moment de torsion. Le moment de torsion qui n'est autre que la charge appliquée multipliée par la distance L qui vaut 100. Ceci va permettre d'abord de calculer le moment de torsion. Comme je viens de le dire, c'est égal à F multiplié par L, L qui vaut 100. Donc, voici l'expression MT égale F fois L. Donc, on commence par multiplier 2,5 par 100, on obtient 250 Nm. 7,5 par 100, c'est 750. 12,5 par 100, 1250. Et finalement, 17,5 multiplié par 100 égale 1750 Nm. On rappelle les angles obtenus dans la diapositive précédente. On a trouvé, correspondant à 250 comme moment de torsion, on a trouvé un angle qui vaut qui vaut 0,28 degrés. Pour un moment de 750 Nm, on a obtenu 0,83 degrés. Pour 1250 Nm, on a obtenu 1,40. Et finalement, pour 1750, on a obtenu 1,95 degrés. La courbe tracée est une droite qui passe par l'origine. Bon, durant cette deuxième manipulation, nous allons maintenir le tout, sauf l'éprouvette, nous allons changer l'éprouvette. Au lieu d'une éprouvette en acier, nous allons expérimenter une éprouvette en laitan. Tel que le laitan, c'est un alliage de cuivre. Donc, pour un moment de 250, on a obtenu un angle de 0,5. Pour 750, on a obtenu 1,81. Pour 1250, on a obtenu 3,12. Et finalement, pour 1750, on a obtenu 4,44. La courbe tracée, c'est toujours une droite, mais de pentes différentes, comme vous remarquez. Nous allons refaire l'expérience cette fois-ci avec une éprouvette en aluminium. Les résultats obtenus sont les suivants. Pour MT 250, on a obtenu alpha 0,62. Pour 750, 2,23. Pour 1250, on a obtenu 3,88. Et pour 1750, on a obtenu 5,52 degrés. Toujours, la courbe est une droite qui passe par l'origine, mais de pentes différentes. Donc, on remarque que les trois courbes étaient des droites qui passent par l'origine, mais de pentes différentes. Donc, l'expression de MT est égale à une constante fois alpha. Cette constante change avec la nature de la matière. La constante, c'est la pente. La pente. Donc, on va dire si on annule le moment de torsion, on va remarquer que l'éprouvette revient à sa forme initiale. Donc, la déformation dans cette zone, elle est élastique. On remarque bien si on continue l'expérience jusqu'à la rupture de l'éprouvette, on va obtenir le diagramme suivant dans lequel nous avons deux zones. Une zone de déformation élastique qui est une droite qui passe par l'origine et une zone quelconque, donc c'est une zone de déformation permanente ou plastique. C'est tout à fait naturel que nous devons limiter notre étude à la zone de déformation élastique qui est la droite.
On passe maintenant à chercher la relation entre la contrainte et la déformation. On remarque ici que si on essaye de faire augmenter la contrainte tangentielle tau, on va remarquer que l'angle de déviation subi par la fibre, gamma, il va augmenter. Cela s'établit selon ce diagramme. Donc nous avons une zone élastique. Donc ça va permettre d'écrire l'équation suivante, c'est la loi de Hooke, qui dit que tau est égal à G fois gamma. Donc G étant le module d'élasticité transversale, il est fonction de la nature de la matière expérimentée. Maintenant, on va essayer de chercher la tangente de l'angle gamma. Pour un angle qui est très faible, tangente gamma ou gamma, ça revient à écrire la même chose. Donc ce n'est autre que le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est égal à l'arc M0M. Le côté adjacent, c'est égal à M1, M0. Donc, on va écrire que tangente gamma, c'est aussi égal à gamma, égale l'arc M0M sur M1, M0. Et M1, M0, ce n'est autre que la distance dx. Donc, maintenant, essayons de chercher cet arc M0M. Donc, pour cette portion de poutre, nous avons pris comme rayon ρ et l'ouverture de l'angle étant alpha. Donc l'arc M0M, ce n'est autre que ρ multiplié par l'angle alpha. Donc on écrit arc M0M égale ρ fois alpha. Et d'après la formule que l'on a trouvée en premièrement, qui dit que θ égale alpha sur L, nous sommes ici concernés par une distance dx. Donc, θ égale alpha sur dx. Donc, alpha sera égal à θ fois dx. Donc, nous allons l'écrire, alpha égale θ fois dx. Avec ces deux expressions, on revient à la première, on essaye de la traduire. Donc, tangente gamma qui était égale à gamma, égale à l'arc M0M sur dx, ce n'est autre que ρ fois alpha sur dx, avec alpha égale θ fois dx. Donc, ρ fois θ fois dx, on essaye de simplifier par dx, on obtient ρ fois θ. Et donc, finalement, si on revient à la loi de Hooke, qui dit que tau égale à G fois gamma, donc on écrit tau égale G fois le gamma qui vaut ρ fois θ. On obtient l'expression numéro 4. Remarquez bien ici que le ρ, c'est le rayon qui est variable, il varie de 0 jusqu'à la valeur indiquée. Donc, on passe à l'étape suivante, dans laquelle on nous demande de tracer la répartition de la contrainte. Comme ρ est variable, donc la contrainte sera variable aussi. Elle varie proportionnellement. Donc, elle atteint une valeur maximale pour ρ est égal à grand R. D'où tau maxi égale à G fois θ fois R au lieu de ρ. R qui est égal à ρ maxi. On passe maintenant au moment de torsion. Dans le domaine élastique, le moment de torsion MT est proportionnel à l'angle unitaire de torsion, de façon que MT c'est égal à G fois θ fois I0. Essayons d'exprimer MT. MT, ce n'est autre que le moment de torsion. L'unité, c'est le Newton fois millimètre. Le G, c'est le module d'élasticité transversale, ou ça s'appelle aussi le module de Coulomb, en Newton par millimètre au carré, ou en mégapascal. Le θ, c'est l'angle unitaire de torsion, en radians par millimètre. Et finalement, le I0, c'est le moment quadratique polaire, qui est en millimètre 4. Donc, le moment quadratique polaire, durant toute notre étude, nous sommes concernés avec des formes cylindriques. Donc, nous avons deux sortes de formes cylindriques, la forme cylindrique pleine et la forme cylindrique creuse, dans lesquelles, pour une forme cylindrique pleine, le moment quadratique polaire I0 vaut pi fois le diamètre à la puissance 4 sur 32, et dans une poutre cylindrique creuse, le moment quadratique polaire I0 vaut
pi fois le diamètre extérieur à la puissance 4 moins le diamètre intérieur à la puissance 4, le tout sur 32. Concernant le R, le rayon, pour une poutre cylindrique pleine, il faudra prendre le diamètre sur 2, alors que pour une poutre cylindrique creuse, il faudra prendre le diamètre extérieur sur 2. Maintenant, essayons de chercher la relation entre le moment de torsion et la contrainte. Donc, d'après la relation 4, nous avons dit que tau est égal à G fois θ fois ρ. Donc, G fois θ, ce n'est autre que tau sur ρ. Et d'après la relation 6 explicitée auparavant, mt est égal à G fois θ fois I0, d'où G fois θ, ce n'est autre que mt sur I0. Si on fait égalité entre les deux expressions, on va dire que tau sur ρ égale à mt sur I0. Ceci va s'écrire aussi tau, pardon, donc tau est égal à mt sur I0 multiplié par ρ. Ça s'écrit aussi mt sur I0 sur ρ. Et cette valeur de la contrainte tau atteint sa valeur maximale, donc devient tau maxi, pour ρ est égal à R. Donc si tau est maximal, si ρ est égal à grand R, c'est-à-dire D sur 2. On retient la chose suivante, que I0 sur R, ça s'appelle le module de torsion en millimètres cubes. Donc le I0 étant en millimètre 4, le R en millimètres, simplification par millimètre, on obtient millimètre cube. Maintenant, on va essayer de représenter la contrainte d'abord pour une poutre cylindrique pleine. Nous savons que la contrainte est proportionnelle à R. Donc, quand le rayon augmente, la contrainte augmente aussi. De la même façon pour une poutre cylindrique creuse, sauf qu'il n'y a pas de contrainte dans la zone vide. Maintenant, essayons d'établir la condition de résistance. La condition de résistance, on dit que tau maxi, la contrainte tangentielle maximale, ne doit pas dépasser une résistance pratique au glissement. C'est-à-dire, la résistance élastique au glissement, c'est la limite élastique, nous devons la diviser par un coefficient de sécurité de façon à travailler dans une zone de sécurité. D'accord? Donc, on divise REG par un coefficient de sécurité S, on trouve la résistance pratique au glissement. Donc, je rappelle que REG, ça se note aussi tau E. Résistance élastique au glissement, elle a la contrainte élastique, la limite élastique. Et que le RPG, ça s'écrit aussi tau P. Donc, la résistance pratique au glissement, ça s'écrit aussi la contrainte pratique au glissement. Nous avons une autre condition à respecter, qui est la condition de rigidité. Ça s'appelle aussi la condition de déformation, dans laquelle l'angle de torsion unitaire ne doit pas dépasser un angle limite défini par le constructeur. Donc, l'angle unitaire de torsion θ ne doit pas dépasser un angle dit limite, tel que θ, ce n'est autre que mt sur G fois I0. Essayons maintenant de rappeler la relation entre la puissance et le moment de torsion. Donc, nous savons d'après un cours de 3e et en cours de physique que la puissance, ce n'est autre que le couple multiplié par la vitesse angulaire. Le couple ou le moment, c'est la même chose. Essayons d'expliciter ceci. Donc, P étant la puissance en watts, CT ou MT, c'est la même chose, ça s'appelle moment de torsion en newton-mètre. Et le oméga, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Ici, il y a des cas là où on donne la vitesse en tours par minute. Il faudra alors convertir ces tours par minute en radians par seconde, c'est-à-dire le n donné, il faudra le multiplier par 2pi et le diviser par 60 pour le convertir en oméga, c'est-à-dire en radians par seconde. Donc, nous avons terminé notre leçon. Nous allons retenir les choses suivantes. Donc, il y a deux conditions à respecter, à savoir la condition de résistance et
la condition de rigidité. Donc la condition de résistance qui dit que la contrainte tangentielle maximale ne doit pas dépasser la résistance pratique au glissement. Et la deuxième condition qui s'appelle la condition de rigidité ou la condition de déformation, dans laquelle l'angle unitaire de torsion ne doit pas dépasser un angle limite défini par le constructeur. Donc si on revient à la première condition, on va essayer d'exprimer ces valeurs. Donc taux maxi, c'est la contrainte tangentielle maximale. Ça s'écrit sous la forme G fois θ fois R, parfois. Et nous pouvons aussi l'écrire sous la forme MT sur I0 sur R, selon les données de l'exercice. Alors que la résistance pratique au glissement, ça s'écrit la résistance élastique au glissement sur le coefficient de sécurité. Essayons maintenant de rappeler le moment de torsion. Le moment de torsion, ou ça se dit aussi le couple de torsion, c'est égal à G fois θ fois I0. Tel que le couple, on peut le déduire à partir de la puissance. Donc, on dit que P égale à C. On dit que P égale à CT multiplié par oméga. Donc, CT égale à P sur oméga. On sait que oméga, c'est égal à pi fois n sur 30. Ensuite, nous avons une autre expression à ne pas oublier, c'est celle du rendement. Le rendement est égal à la puissance à la sortie sur la puissance à l'entrée. Essayons maintenant de rappeler I0. I0, c'est le moment quadratique polaire. Pour une forme cylindrique pleine, c'est égal à pi d4 sur 32. Et pour une poutre cylindrique creuse, c'est égal à pi fois le diamètre extérieur à la puissance 4, moins le diamètre intérieur à la puissance 4, le tout sur 32. Il faudra prendre comme R pour une poutre cylindrique pleine égale à D sur 2. Et pour une poutre cylindrique creuse, le R, ça vaut le diamètre supérieur, le diamètre extérieur sur 2. On revient maintenant à la condition de rigidité, dans laquelle nous avons l'angle unitaire de torsion ne doit pas dépasser un angle limite. Avec l'angle unitaire de torsion, c'est égal à MT sur G fois I0, ou ça s'écrit aussi égal à, à alpha sur L. Maintenant, nous allons revenir à tous ces termes. On va essayer de rappeler les unités. Donc, on commence par le moment de torsion ou le couple de torsion en newton-millimètre. G, c'est le module d'élasticité transversale en newton par millimètre au carré. Θ étant l'angle unitaire de torsion en radian par millimètre. I0, le moment quadratique polaire en millimètre 4. S, le coefficient de sécurité sans unité. Oméga, c'est la vitesse angulaire en radian par seconde. N, la vitesse de rotation en tours par minute. P étant la puissance en watts. Nu, c'est le rendement, sans unité bien sûr. Alpha, c'est l'angle de torsion en radian. Et finalement, le I0 sur R, c'est le module de torsion en millimètres cubes. Voilà le résumé. Si vous voulez, on passe à une application. Dans cette application, nous allons revenir à la perceuse sensitive. Et cette perceuse qui est composée par un moteur, 3 poulies étagées et une broche qui fera l'objet de notre étude. Donc, nous devons vérifier la résistance de la broche. Donc, ici, nous avons une poulie motrice, une poulie intermédiaire et une poulie réceptrice. Donc, la poulie motrice est étagée, elle comprend 4 étages. La poulie intermédiaire et réceptrice, toutes les deux, comprennent 5 étages. Nous allons essayer de vérifier la résistance de la broche. Nous avons comme donnée la vitesse de rotation du moteur étant estimée égale à 1430 tours par minute et une puissance de 500 watts. Les 3 poulies étagées, voilà leur diamètre respectif. Le rendement total est égal à 0,8. La broche comprend une longueur de 300 mm et un diamètre de 20 mm.
Dans une première question, on nous demande de représenter la position des croix donnant la vitesse la plus faible. Donc, si vous voulez, on nous demande ici de représenter deux croix, donc une première croix et une deuxième. Nous allons commencer avec la première. La première, puisque nous avons 3 poulies étagées, nous allons travailler 2 à 2. Nous allons considérer la poulie motrice comme étant l'entrée et la poulie intermédiaire comme étant la sortie. Pour avoir une vitesse la plus faible, il faudra tracer la croix sur le gradin de façon à ce que la poulie motrice soit la plus faible, la poulie réceptrice soit la plus grande, c'est-à-dire ici. De façon à ce que nous allons utiliser DM1 comme diamètre de la poulie motrice égal à 25 mm. Et pour la poulie intermédiaire, nous allons utiliser un diamètre DI5 qui vaut ici, le plus grand, c'est 90. On passe maintenant à la deuxième croix. Nous allons considérer ici la poulie intermédiaire comme étant l'entrée, la poulie réceptrice comme étant la sortie. Nous allons représenter donc la croix sur le dernier étage, sur la poulie la plus faible sur l'intermédiaire et la poulie la plus forte sur la réceptrice, de façon à avoir DI1 sur l'intermédiaire, c'est-à-dire 30, et DR5 pour la poulie réceptrice, donc 100. Voilà. Donc, on récapitule. Voilà la croix entre la poulie motrice et la poulie intermédiaire. Donc, les diamètres sont 25 et 90. La deuxième croix entre la poulie intermédiaire et la poulie réceptrice, c'est-à-dire entre 30 et 100. Voilà un grand plan. Donc, DM1 vaut 25, DI5 vaut 90, DI1 vaut 30 et DR5 vaut 100. On passe à la deuxième question, dans laquelle on nous demande de calculer la puissance reçue par la poulie réceptrice. On va rappeler la formule du rendement, qui dit que le rendement égale la puissance récepteur sur la puissance moteur. Donc, PR, c'est égal au rendement multiplié par PM. Sachant que le rendement et la puissance moteur sont des données, le rendement étant estimé à 0,8, la puissance du moteur à 500 watts, on passe à l'application numérique. Donc 0,8 multiplié par 500, ça va donner 400 watts comme résultat pour la puissance récepteur. La troisième question. Dans cette question, on nous demande de calculer la vitesse de rotation minimale de la poulie réceptrice. Ça doit se faire en 2 temps. D'abord, nous sommes appelés à chercher le rapport global. Ensuite, calculer la vitesse. Donc, pour la recherche du rapport, nous allons revenir à la question numéro 1, dans laquelle on a choisi ces diamètres. Donc, nous allons faire DM1 sur DI5, multiplié par DI1 sur DR5. Ça s'écrit sous cette forme, DM1 sur DI5 et multiplié par DI1 sur DR5. Ce n'est autre que 25 sur 90 multiplié par 30 sur 100. Donc, résultat, c'est 1 sur 12. On va exploiter ce résultat pour chercher la vitesse de rotation minimale. Donc, la vitesse de rotation, ce n'est autre que le rapport global trouvé multiplié par N moteur. N moteur étant une donnée qui vaut 1430 tours par minute. Donc, 1 sur 12 multiplié par 1430, on obtient comme résultat 119,17 tours par minute. On passe à la question numéro 4.
dans laquelle on nous demande de calculer le couple maximal exercé sur la broche lors de l'opération de perçage. Donc, dans cette question, nous allons écrire l'expression de la puissance qui n'est autre que le couple multiplié par la vitesse. Bien sûr, la vitesse angulaire. Donc, on déduit que le couple est égal à PR sur oméga R. Voilà. Avec oméga R, avec ce oméga R, pardon, avec le oméga R, c'est égal à pi fois n récepteurs, le tout sur 30. Donc, on vient ici prendre le pi n, l'écrire ici, et le 30, le renverser par-dessus. Donc, on obtient 30 fois PR sur pi fois nr mini. On passe au calcul. Donc, application numérique, ça va donner CR maxi égale 30 multiplié par PR trouvé à la question numéro 2, 400, sur pi multiplié par nr trouvé à la question numéro 3 qui vaut 119,17 tours par minute. Résultat obtenu, 32,05 Newton-mètre. Donc, remarquez bien, l'unité trouvée, c'est le Newton-mètre. Quand on cherche le couple à partir de la formule de la puissance, le résultat obtenu est en Newton-mètre. Il faut faire très attention concernant les unités. On passe à la question 5, dans laquelle on nous demande de calculer la contrainte tangentielle maximale appliquée sur la broche. On rappelle l'expression de la contrainte tangentielle. Taux maxi, c'est égal à mt sur I0 sur R. mt ou CR, c'est la même chose. Le I0 pour une poutre cylindrique pleine, c'est égal à pi d4 sur 32. Le rayon pour une poutre cylindrique pleine est égal à d sur 2. Ça va s'écrire sous la forme suivante. Donc, ça va s'écrire égal CR sur pi fois d à la puissance 4 sur 32 multiplié par l'inverse de d sur 2, donc multiplié par 2 sur d. On peut alors simplifier par d, ça devient ici cube, et simplifier par 2, ça devient ici 16. On va ensuite remonter le 16 par-dessus. Ça s'écrit 16 fois CR, le tout sur pi fois d au cube. Donc, voilà. Donc, on passe à l'application numérique. CR est déjà trouvé, 32, Newton-mètre. Nous devons le convertir en Newton-millimètre. Donc, le multiplier donc, par 10 à la puissance 3. Donc, 16 fois 32,05, 10, 3, sur pi fois le diamètre qui vaut 20, donc 20 au cube. Tout calcul fait, on obtient comme résultat 20,40 newtons par millimètre au carré. On passe à la 6e question, dans laquelle on nous demande de vérifier la résistance de la broche, sachant que REG égale 21 décanewtons par millimètre au carré et que S égale 4. Il faut se méfier ici, REG est donné en décanewtons par millimètre au carré. D'abord, il faudra convertir ceci en newton par millimètre au carré. Nous savons que 1 décanewton par millimètre au carré, ce n'est autre que 10 newtons. Donc, on va tenir compte de ceci. Donc, nous allons revenir, nous allons exprimer le RPG, la résistance pratique au glissement, qui s'écrit égal à REG sur le coefficient de sécurité.
le REG qui vaut 210, quand on le convertit en newton, 210 sur 4, on obtient 55 newtons par millimètre au carré. On essaie de comparer ceci avec le résultat trouvé de l'expression de la contrainte maximale, tangentielle maximale, qui vaut 20,40 newtons par millimètre au carré. On remarque bien que taux maxi est inférieur à RPG. Ça va donner, donc taux maxi inférieur à RPG, donc la poutre résiste en toute sécurité. On passe à la question numéro 7. On nous demande de représenter la répartition des contraintes de torsion sur le dessin ci-dessous. Donc, ici, on nous fournit deux échelles. D'abord, l'échelle du diamètre. 1 mm va se représenter par 2. Nous avons un diamètre qui vaut 20 mm, donc nous allons le représenter par 40 mm de diamètre. Et une échelle de la contrainte, dans laquelle nous avons 1 newton par millimètre au carré, va se représenter par 1 mm. Et nous avons une contrainte qui vaut 20,40. Donc 20,40 va se représenter par 20,4 mm, c'est-à-dire 2 cm,4. Voilà, 2 cm,4 et 2 cm. On essaye de rejoindre les extrémités et remplir le reste par des contraintes qui sont variables. Donc, elles varient de 0 jusqu'à une valeur maximale, là où le rayon atteint sa valeur maximale, c'est-à-dire grand R. On passe maintenant à la question 8, dans laquelle on nous demande de calculer l'angle unitaire de torsion de la broche, sachant que G égale 80 000 newtons par millimètre au carré. G, c'est le module d'élasticité transversale, égale 80 000 newtons par millimètre au carré. C'est aussi égal à 8 fois 10 à la puissance 4 newtons par millimètre au carré. Donc, on va essayer de rappeler l'expression de l'angle unitaire de torsion, qui n'est autre que MT sur G fois I0. Donc, rappelons ici que MT, c'est tout à fait CR. G, la voici. Le I0, c'est égal à pi fois d à la puissance 4 sur 32. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit pi d4 ici. Et on a essayé de remonter le 32 par-dessus. Donc, c'est égal aussi à application numérique, 32 multiplié par 32,05 multiplié par 10 à la puissance 3 pour la rendre en newton-millimètre, pour que ce soit homogène parce que le diamètre est donné ici en millimètres. Sur le G qui vaut 8 10 exposant 4 multiplié par pi multiplié par 20 à la puissance 4. Résultat final, θ égale 2,55 fois 10 moins 5 radians par millimètre. On passe à la dernière question. On nous demande de calculer l'angle de torsion, mais remarquez bien, on nous demande que ce soit en degrés entre les deux extrémités de la broche. Entre les extrémités de la broche, nous savons que la broche a une longueur de 300 mm. Donc, il faudra d'abord écrire l'expression de alpha, qui n'est autre que θ fois L. θ, ici, égale 2,55 10 moins 5 radians par millimètre, multiplié par la longueur qui vaut 300. Le résultat obtenu égale 7,65 10 moins 3 radians, mais il faudra que ce soit en degrés. Donc, il faudra donc multiplier ceci par 180 et le diviser par pi. On trouve le résultat en degrés. Ça vaut 0,43 degrés. Voilà notre leçon qui s'achève. Merci pour votre attention. Je vous souhaite à tous bonne santé et bonne révision.